Dans ce nouveau chapitre, nous allons donc parler des closures ou des fermetures en JavaScript. Alors je vous préviens avant tout, les closures constituent malheureusement bien souvent un morceau difficilement digérable pour les débutants comme pour certains développeurs expérimentés. Ne soyez donc pas étonnés si cette partie vous semble floue au premier abord ou si vous ne comprenez pas tout d'un coup. Accrochez-vous et n'hésitez pas à reprendre ce chapitre à tête reposée si c'est le cas plus tard, et n'hésitez pas donc à pratiquer chaque exemple de ce chapitre plusieurs fois s'il le faut. Alors aujourd'hui nous allons essayer de comprendre véritablement comment fonctionnent les closures tout d'abord et de montrer leur intérêt donc grâce à des exemples pratiques. Alors pour cela je vais déjà devoir commencer par faire un rappel sur la portée et sur la durée de vie des variables. Donc rappelez-vous, en JavaScript, les variables peuvent être déclarées dans le contexte global ou dans le contexte local, c'est-à-dire à l'intérieur d'une fonction. Les variables déclarées globalement dans le script sont accessibles depuis n'importe où dans le script et vivent entre guillemets tant que la page web est ouverte. Les variables locales, en revanche, ne sont accessibles qu'à l'intérieur de la fonction dans laquelle elles ont été déclarées et ne vivent que durant l'exécution de cette fonction a priori. Et alors là, attention, car je dis bien a priori. Donc les closures en théorie. Alors une closure ou une fermeture est une fonction qui va récupérer et pouvoir utiliser des variables d'environnement dans laquelle elle a été créée. Autrement dit, une closure va nous permettre d'isoler ou d'enfermer une partie de code et de pouvoir utiliser et récupérer des variables qui ne sont accessibles normalement que depuis l'intérieur de ce code. Donc voilà tout pour la théorie. Alors je sais que ça peut paraître assez confus et assez flou et c'est pour cela donc que je vais immédiatement illustrer cela avec un exemple afin donc de bien vous faire comprendre l'intérêt et la puissance des closures en JavaScript. Alors, lorsqu'on explique le principe des closures, il est coutume généralement de prendre l'exemple de la création d'un compteur, et c'est ce que nous allons faire immédiatement. Donc pour cela, on va récupérer notre éditeur de texte ici, et donc je vais créer mon compteur, et je vais vous l'expliquer par la suite. Donc pour cela, je vais créer une fonction que je vais appeler compteur tout simplement. Donc sans paramètres, ici on va créer une première variable i qu'on va initialiser à 0, et on va faire retourner à notre fonction, donc une autre fonction anonyme cette fois-ci, qui va elle-même retourner i incrémenté comme ceci, et ensuite donc on va alerte notre fonction compteur ici, hop, comme cela. Donc on va déjà commencer par exécuter ce code, et je vais le commenter par la suite. Donc ici, on a donc dans la boîte de dialogue écrit function, donc notre fonction anonyme avec le code de notre fonction anonyme. Donc qu'est-ce qui se passe dans ce code-ci? Alors comme vous le voyez ici, on commence par créer une fonction compteur. Donc cette fonction initialise une variable i et retourne une fonction anonyme. Donc ici on a l'initialisation de notre variable i et ensuite donc ça retourne notre fonction anonyme avec le code de notre fonction anonyme. Alors soyez bien attentifs au code de cette fonction anonyme car on remarque donc que celle-ci se resserre de la variable i définie dans sa fonction parente pour retourner la valeur donc de cette variable i incrémentée. Alors commencez déjà par noter donc qu'en JavaScript il est tout à fait normal et naturel qu'une fonction ait accès aux variables de sa fonction parente. Donc ici on parle de parent car on voit bien que notre fonction anonyme est enfermée dans notre fonction compteur. Alors cependant notez ici un point très intéressant qui est que si jamais on appelle notre fonction compteur, donc la fonction anonyme va être renvoyée, mais pas exécutée immédiatement, car ici on voit bien donc qu'on a notre fonction anonyme avec son code à l'intérieur, et que le code ici n'est pas exécuté, il est simplement renvoyé. Donc en effet, rappelez-vous que pour exécuter une fonction anonyme, il faut soit l'enfermer dans une variable, soit la transformer en fonction auto-invoquée en lui ajoutant deux couples de parenthèses. Donc résumons ici la situation. Donc si on appelle compteur, si on appelle donc notre fonction compteur comme on l'a fait ici, donc avec le couple de parenthèses, on appelle notre fonction, donc c'est-à-dire on l'exécute bien évidemment. Donc une variable i est initialisée et notre fonction anonyme est renvoyée mais n'est pas exécutée. Donc ici la logique voudrait que lorsqu'on exécute ensuite notre fonction anonyme, la variable i ne soit plus accessible et donc que la fonction anonyme ne renvoie rien du tout puisque notre fonction compteur dans laquelle la variable i a été déclarée a déjà fini son exécution, puisqu'ici la fonction compteur finit son exécution, et si ensuite on exécute notre fonction anonyme, évidemment la fonction compteur a terminé son exécution. Et donc, logiquement, la variable i ne devrait pas être accessible. Et bien, pourtant, la variable i va être accessible, et c'est là toute la magie des closures. Bien que la fonction compteur ait fini son exécution, notre fonction anonyme va toujours pouvoir se servir de cette variable i.
Alors, ce point peut vous sembler assez minime pour le moment, mais je vous assure que cela va nous permettre de faire énormément de choses, notamment lorsqu'on saura comment modifier le code HTML d'une page web en JavaScript. Donc il est maintenant temps de terminer notre closure à proprement parler en utilisant une nouvelle variable pour fermer entre guillemets le code ci-dessus et exécuter donc notre fonction anonyme. Donc je vous propose de faire ceci comme cela. Donc ici, on va supprimer notre instruction alerte et on va tout simplement donc stocker notre fonction compteur dans une variable qu'on va appeler par exemple +1 comme ceci. Et on va exécuter notre fonction compteur en même temps. Donc en fait, on exécute notre fonction compteur et on stocke le résultat de l'exécution de notre variable +1. Et ensuite, on va tout simplement exécuter cette variable +1 afin de déclencher l'exécution de notre fonction anonyme. Et on va voir ce qui se passe tout simplement. Donc on va faire, par exemple voir ce qui se passe dans une instruction alerte. Donc premier tour, 2 points, donc plus une première exécution donc de notre fonction entre guillemets +1 puisque c'est une variable qui contient une fonction anonyme et donc elle peut être appelée comme une fonction elle-même. Ensuite, donc deuxième tour, 2 points, donc avec une deuxième exécution de notre variable fonction +1. Et donc troisième tour, 2 points, +1. Comme ceci, à nouveau, un point virgule ici, on enregistre et on affiche immédiatement afin de voir les résultats. Hop. Donc premier tour, on a la valeur 0 qui est renvoyée, deuxième tour, on a la valeur 1 qui est renvoyée, et pour la troisième exécution de notre fonction +1, on a la valeur 2 qui est renvoyée. Alors, ce code comporte deux avantages immenses. D'une part, notre variable i est protégée au sens où elle ne peut pas être modifiée par l'environnement extérieur, et d'autre part, on va pouvoir créer autant d'instances de notre fonction compteur que l'on souhaite. Typiquement, notre variable, donc qui contient une fonction et qu'on peut donc également appeler fonction tout simplement +1, est ce qu'on appelle une closure, car +1 peut utiliser la variable i à loisir en se souvenant à chaque fois de sa valeur, ce qui fait que notre compteur va s'incrémenter correctement. Et de plus, on va pouvoir créer de nouvelles instances en rappelant notre fonction compteur et donc travailler avec plusieurs variables i aux valeurs différentes. Donc on peut prendre un nouvel exemple afin de s'en assurer immédiatement. Donc, par exemple ici, si je crée donc par exemple une variable que j'appelle autre instance comme ceci, et que je stocke également donc le résultat de ma fonction compteur ici. Si j'affiche donc pour finir donc plus ici, ou plutôt on va la mettre au milieu, ce sera encore plus pertinent je pense. Donc après le deuxième tour par exemple ici. Donc premier tour, autre instance, 2 points. Donc plus, cette fois-ci on exécute autre instance comme ceci. Vous allez voir donc que nos deux compteurs vont tout à fait bien marcher, ils vont marcher indépendamment l'un de l'autre. Donc on met à jour ici. Donc vous voyez que donc, premier tour, donc pour notre première exécution de notre fonction +1, on a 0. Deuxième exécution de notre fonction +1, on a 1. Ensuite, premier tour, donc pour l'exécution de notre fonction autre instance, on a 0. Et ensuite, donc sur la troisième exécution de notre fonction +1, on a 2. Donc vous voyez que nos deux compteurs donc, marchent indépendamment et fonctionnent bien l'un et l'autre. Et donc ici, c'est un très grand avantage des closures, puisqu'on peut une nouvelle fois donc, créer autant d'instances que l'on souhaite, et car également donc, notre variable i est protégée, elle ne peut pas être modifiée par l'environnement extérieur. Donc retenez bien cet exemple de création de compteurs qui est souvent l'exemple utilisé pour expliquer les closures et pour les illustrer. Et pas d'inquiétude, donc si vous ne comprenez pas tout immédiatement, je vous conseille une nouvelle fois donc de bien revoir ce chapitre à tête reposée, de bien refaire les exemples, et dans tous les cas, pas d'inquiétude car nous allons nous resservir de ces closures dans la suite de ce cours, et vous allez voir à quel point elles peuvent être puissantes et à quel point ça va être pertinent. Donc voilà tout pour ces chapitres donc, sur les notions avancées sur les fonctions, et dès le prochain chapitre, donc, nous allons nous intéresser au Document Object Model HTML, c'est-à-dire le DOM HTML, et nous allons apprendre à modifier dynamiquement du code HTML en JavaScript.